Salut les barracudas et bienvenue dans ce truc à la crise dédié à la grande culture, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on va découvrir parmi quelques-uns des livres les plus étranges que la Terre n'ait jamais portés. Et il y aura de tout, des grimoires de magie noire qui nous viennent tout droit de l'Égypte antique et qui donneraient apparemment à son lecteur des pouvoirs surréalistes, mais aussi des livres avec des recettes un petit peu spéciales, comme ce formidable ouvrage qui nous propose de réaliser des plats divers et variés à base d'un élément bien particulier. Enfin bref, j'ai essayé de vous préparer un joli petit programme, alors j'ai envie de dire, c'est parti. Pour ce premier truc, nous allons causer du manuscrit de Voynich, ou Voynich. Voynich, je pense que c'est la bonne formulation. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Puisqu'il s'agit d'un très vieux bouquin, et on estime qu'il a été rédigé à la main en l'an 1400. Donc oui, effectivement, à l'imprimante offset, tout ça, c'était pas encore le cas. Et à votre avis, le seul truc qui a aidé les cryptographes à deviner approximativement son âge, ce serait quoi? L'auteur a-t-il laissé une date? A-t-il fait référence à des faits de son époque? Non, rien de tout ça, c'est uniquement le papier qui a été radiographé et c'est ce qu'on appelle donc la datation carbone 14. Une méthode qui permet d'estimer en fait l'âge de la matière organique dont est composé l'objet, ce qui est donc plutôt pratique. Pourquoi s'embêter avec toutes ces méthodes laborieuses alors qu'il suffirait de lire tout simplement ce foutu bouquin pour le savoir? Eh bien, pour la simple et bonne raison que le manuscrit a été intégralement rédigé dans une langue inconnu. Et à ce jour, personne n'a réussi à en déchiffrer le moindre mot. Alors bon, vous vous doutez bien que pour trouver une date à ce niveau-là, il va falloir se lever un peu de bonheur. Mais pourtant, je vous ai dit le nom de l'auteur. Mais à ce moment-là, comment on peut trouver le nom de l'auteur si on comprend rien au bouquin? Eh bien, tout simplement parce que le manuscrit de Voynich, n'a pas été écrit par Voynich, mais trouvé par Voynich, dans une communauté jésuite non loin de Rome. Donc quand je vous dis qu'on ne sait rien sur ce bouquin, pas même son titre, c'est tout à fait ça. Et il reste d'autant plus mystérieux donc. Quelques hypothèses ont été faites à ce sujet. Et au vu de ces dessins de végétaux, peut-il s'agir d'un herbier, ou bien d'un livre de recettes médicales, ou d'alchimie? Quelle est votre idée sur la question? Si ça vous a intrigué, sachez quand même que vous pouvez très facilement vous le procurer sur internet pour une petite quarantaine d'euros. Alors si certains d'entre vous ont envie de tenter le challenge, n'hésitez pas à venir nous faire part de vos recherches et de vos trouvailles éventuelles à la fin de cette vidéo. Connaissez-vous la taille d'une mouche? Ah oui, je soigne toujours mes intros. Eh bien, une mouche domestique, comme celles qui viennent parfois nous emmerder en été et à autres saisons, mesure entre 5 et 8 mm. Voilà, c'est pas énorme. Et que diriez-vous si je vous apprenais qu'un artiste russe avait écrit un bouquin encore plus petit que la taille d'une mouche? Puisque ce monsieur s'appelle Vladimir Avinskin et il a inventé un ouvrage de 70 x 90 micromètres. Une prouesse qui a évidemment été enregistrée par le Guinness World Record. Et pour tourner les pages de ce bouquin, il vous faudra l'aide d'une minuscule aiguille. Pas question de mettre les doigts, sachant qu'un doigt fait des dizaines ou des centaines de fois la taille du bouquin en question, donc bon, voilà, on risquerait juste de le broyer, le pauvre gamin. Enfin, le bouquin quoi. Et bien entendu, si vous voulez vous adonner à la lecture, il vous faudra vous armer d'un bon microscope et d'une sacrée dose de délicatesse, c'est un petit plus, je vous le cache pas. L'ouvrage porte quand même malgré tout du plaqué or, mais ça en vaut la peine puisque vous y découvrirez une véritable histoire dedans, intitulée Le Gaucher. Et pour les curieux, je vous fais un petit résumé. Le personnage principal est un artiste russe, bigleux et gaucher, voilà, rien pour lui quoi. Bisous les Russes. Et qui réussit à ferrer une mouche à du métal sans utiliser pour autant de microscope. Alors s'agit-il d'une histoire vécue par Vladimir Avinskin? On ne le saura sans doute jamais. Mais ce que l'on sait, en revanche, c'est que Vladimir a réitéré sa prouesse en créant un second nano-livre intitulé L'Alphabet et qui contient, oui, l'alphabet, mais l'alphabet russe. Oui, on s'appelle pas Vladimir pour rien. Et si ça vous intéresse, vous trouverez une grande partie de ces micro-œuvres au musée de Saint-Pétersbourg et dont le nom du musée est le Gaucher russe. Bon, cela dit, la ville doit être très sympa à visiter. D'ailleurs, je coche à visiter. C'est vrai que en Russie, c'est un petit truc à faire. Pour ce troisième truc, je vous présente celui qu'on ne présente plus, le Necronomicon. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et pourtant, ce livre n'existe pas. C'est un certain Howard Philip Lovecraft, un auteur du XXe siècle, connu pour ses récits d'horreur et de science-fiction, qui en a fait mention pour la première fois dans l'une de ses œuvres. C'était en 1921. Et sur la quarantaine de livres ou de nouvelles que Lovecraft a écrits, il a fait référence au Necronomicon dans 13 d'entre elles, soit dans plus de 30% de ses récits. Et parfois, Lovecraft n'en cite que le titre, alors qu'à d'autres moments, il fait des paragraphes entiers sur lui. Mais rien de très précis. Tout ce que l'on sait là-dessus, c'est que le Necronomicon serait un grimoire de magie noire d'une puissance infinie et que son auteur serait un certain Abdul al-Azred. D'autres auteurs, suite à ça, ont également fait référence au Necronomicon dans leurs livres et l'un d'eux, du nom de Auguste Derlet, allait même jusqu'à révéler l'un de ses chapitres, puisque le Necronomicon aurait un lien avec le mythe maintenant assez célèbre de Cthulhu,
donc un mythe selon lequel des entités extraterrestres chercheraient à prendre le contrôle du globe terrestre. Et donc Toulouse, cette espèce de monstre mythique vivant dans l'eau avec ses tentacules et son petit air de kraken, bah ça vient de là quoi. Et une autre rumeur dit même que des extraits du Necronomicon se trouveraient ni plus ni moins que dans le manuscrit de Voynich. Vous savez, le tout premier bouquin bizarre dont on a parlé. Il pourrait y en avoir des références. Après, bon, je vous cache pas qu'il faut quand même prendre ça avec des grosses pincettes, hein. Mais toutes ces belles théories tombent hélas à l'eau quand Lovecraft lui-même révèle qu'il s'agit en fait purement et simplement de son imagination. Un petit peu comme le nombre 42, hein, si vous voyez la référence. Puisque dans ses archives, les historiens ont effectivement trouvé de très nombreuses notes et lettres détaillées sur le Necronomicon. Mais les théoriciens ne lâchent cependant pas l'affaire, on pourrait même dire les théoriciens du complot du coup à ce niveau-là, persuadés donc que ces archives sont fausses et destinées au contraire à brouiller les pistes. Ah oui, quand on est accroché, on lâche pas l'affaire, hein. Mais bon, là n'est pas la question, parce que cela dit, pourquoi pas, hein, qui sait. Avis aux amateurs, si vous voulez chercher aussi, toute la bibliographie de Howard Philip Lovecraft est directement accessible sur Wikipédia. Et ces bouquins sont aussi très intéressants à lire, et vous verrez qu'ils sont assez particuliers dans le style qui a été utilisé. Et on poursuit sur la magie avec un bouquin dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Décidément, vous avez entendu parler de tout, puisqu'il s'agit du livre de Thoth. En voilà d'ailleurs encore un autre dont on ne saurait affirmer l'existence avec trop d'assurance. Et pour cause quand même, puisqu'il date de l'Égypte ancienne, et il aurait soi-disant appartenu à Thoth, qui est le dieu lunaire de la mythologie égyptienne, quoi, quand même, et qui était réputé avoir un immense savoir. Et il aurait donc confié ce bouquin à l'un de ses fils, du nom de Ramsès II. Voilà, rien que ça. Et qui trouve-t-on dans ce livre? Eh bien, les égyptologues ont un petit peu galéré à comprendre. Tout d'abord, en premier lieu, parce que ce livre n'existe pas. Voilà. Tout comme le Necronomicon, les seuls éléments qu'on peut trouver sont des références du bouquin à droite, à gauche, dans des papyrus de l'époque. Et de ce qu'on a compris, le livre de Thoth apporterait des savoirs inégalables sur notre monde visible et invisible. Il y a également beaucoup question de magie avec un grand M, donc a priori. Et tout lecteur de cet ouvrage pourrait, à terme, être doté de pouvoirs insoupçonnés. Et une fois le récit terminé, vous auriez apparemment la capacité de comprendre le langage des animaux, de regarder le soleil sans cligner des yeux, ou de ressusciter les morts, pour ne citer quelques-uns de ces nombreux petits pouvoirs. Et c'est pour ces raisons, donc d'ailleurs, que le livre a été détruit, jugé trop dangereux. C'est pas un truc qu'on croise tous les jours, je veux dire, ça change du Marc Lévy. Vers le 1er siècle, une version grecque serait apparue, mais aurait été instantanément ou presque interdite à la publication par le christianisme, alors à ce moment-là, religion émergente. Et des récits racontent qu'une première version du livre de Thoth aurait paru vers la Renaissance, plus de 1000 ans après. Et que pour éviter toute censure, elle aurait été retranscrite sous la forme d'un jeu de cartes. Et ce jeu de cartes, vous le connaissez tous, c'est le tarot. Bon, mais là encore, bien sûr, tout n'est que légende. Et bien que de nombreux alchimistes et scientifiques auraient affirmé au cours des siècles passés être en possession de l'ouvrage, personne n'a jamais pu le montrer au grand jour. Tiens, c'est étonnant. Tout ce qui nous est remonté, ce sont quelques pages de papyrus, et que vous pouvez aller voir en Égypte à la bibliothèque d'Alexandrie. Alors la nouvelle, pas celle qui avait brûlé, bien sûr, et qui serait apparemment extraite de ce fameux livre de Thoth. Voilà, mais sinon le reste est extrêmement trouble. Donc pour avoir des super pouvoirs, tout ça reste un peu compliqué encore à l'heure actuelle. Donc bon, on peut faire des recherches, bien sûr, mais pas gagné. Alors pour ce 5e truc, je vous présente un petit manuel dont vous aurez sans doute l'utilité si le dernier Twilight vous avait donné envie d'en terminer avec la vie. Puisque le livre s'appelle Suicide, mode d'emploi. Voilà, humour salace, humour noir, on est très polyvalent au Kunda, vous savez. Et donc ce formidable ouvrage a été rédigé par Claude Guillon et Yves Laboniec. Deux gars donc, j'imagine qu'ils doivent avoir une passion dévorante pour la vie. Et il a été édité en 1982 et censuré à peine quelques années plus tard. Mais il a quand même eu le temps de se vendre à plus de 100 000 exemplaires, ce qui en fait un putain de best-seller. Et à titre de comparaison, L'Amant, qui a été écrit par Marguerite Duras et adapté au cinéma, et qui était donc considéré comme un énorme best-seller de l'époque, était vendu de son côté à 200 000 exemplaires. Donc on n'est pas si loin. Mais alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ce petit mode d'emploi du suicide? Eh bien, tout est dans le titre, je crois. On a le droit à 276 pages de réflexion profonde sur la place du suicide dans notre société, et évidemment des techniques diverses et variées pour mettre fin à ces jours. Et tout ou presque sont au chapitre 10. Alors cela va aux méthodes douces jusqu'aux médicamenteuses, en allant des plus trash aux brutales. Voilà, il y en aura pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et c'est là justement que le problème est, c'est que du coup le livre encourage sensiblement à en arriver à ces extrémités, et c'est pas quelque chose de très politiquement correct, d'où le fait qu'il ait été interdit, c'est compréhensible. On le répétera encore, si vous souffrez, la mort n'est pas une solution, et il existe des numéros spéciaux où des gens sont là pour pouvoir vous venir en aide. Donc du coup il y a un numéro qui devrait s'afficher, c'est cadeau, voilà, si besoin est. Et pour finir, nous allons parler d'un livre de recettes à base d'un ingrédient tout à fait miraculeux,
du sperme. Nice. Et qui se prénomme tout sobrement Natural Harvest, ou Natural Harvest, hein, si vous voulez le faire autrement, hein, avec un bel accent français. Be proud of you. Et qui a éclaboussé les médias à sa sortie. Hein. Voilà, on adore les jeux de mots ici, ça fait partie du boulot. What we want to do. Car quand il est paru en 2008, c'était une véritable première, hein, j'ai envie de dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, personne apparemment n'a osé ressortir un bouquin sur ce thème-là, excepté peut-être The Seven Bartheland Book, mais ça ne compte pas puisque il concerne uniquement des cocktails à base de sperme, hein, mais pas de bouffe. Hein, on le mange pas, on peut le boire. Le cocktail, hein, pas le sperme. Enfin, les deux. Bon, ouais, alors ouais. Et pour en revenir donc au Natural Harvest, l'auteur est un infirmier américain du nom de Paul Fotenhauer et il raconte joyeusement aux journaux que cette idée de livre lui est tout simplement venue à un dîner entre amis et qu'ils discutaient entre eux des vertus du sperme. C'est vrai que le sperme est plein de nutriments et de bonnes choses. Paul a alors fait un étrange rapprochement avec la cuisine et le tour était joué. Il trouve en effet que la texture du sperme se prête particulièrement aux arts culinaires et que, comme le vin et le fromage, ce n'est qu'une question d'habitude pour réussir à en apprécier toute la subtilité du goût. Donc, si l'expérience vous tente et que vous voulez vous procurer ce petit bijou culinaire, vous y trouverez de nombreuses recettes, de l'encas au dessert et de l'entrée au plat. Et chacune d'elles a été testée et approuvée par Paul, bien sûr. Après, je ne suis pas certain de la façon dont il a réussi à se procurer le sperme. S'il a fait appel à des amis, tiens, est-ce que tu pourrais m'aider, c'est pour un bouquin, t'inquiète, c'est facile à... Juste, tu pourrais me fournir de la matière première, c'est tout. Et en guise d'exemple, puisque je sais que peut-être vous pouviez l'attendre, sachez que vous pourrez y découvrir comment cuisiner les moules marinières de l'homme, mais aussi les fameuses nouilles à la sauce épicée ou encore le tiramisu surprise. Sans oublier évidemment l'Irish Coffee et son supplément de crème. Et bon, allez, juste pour terminer, les truffes au chocolat au cœur blanc. Voilà, j'espère dans tous les cas que ceci vous a donné faim et je vous souhaite bien entendu... Bon appétit, bien sûr. Voilà la poiscaille. J'ai pas pu traiter tous les sujets dont j'avais envie, notamment tous les autres livres bizarres qu'on aurait pu trouver sur le sujet, mais je vous fais quand même une mention spéciale au Codex Leicester de Léonard de Vinci, lui-même, et à La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, c'est-à-dire un roman à la mise en page aussi déroutant que l'histoire elle-même. Voilà, c'est un petit bonus, vous pouvez aller voir tout ça directement en description, et n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres suggestions de livres un peu déroutants, maudits ou interdits. Ne proposez pas Mein Kampf ou alors le petit livre rouge, hein, qui sont un petit peu trop obvious maintenant, voilà. En attendant, je vous fais la bise. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous a plu cette vidéo, et je vous dis bien sûr à la prochaine, comme toujours.